Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise, bienvenue à cette édition en langue française. À la présentation, je suis Edis Abiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition. Le Premier ministre rwandais, le docteur Ngirente Edouard, représente le chef de l'État Paul Kagame au sommet Dakar 2 au Sénégal sur la promotion de l'agriculture et ses produits dérivés en vue d'accroître les capacités du continent africain en matière de l'autosuffisance alimentaire. Les spécialistes de l'habitat estiment qu'initier des appartements au Rwanda est une excellente politique pour le pays qui se modernise de plus en plus. Cela intervient alors que l'entreprise française Imara Properties vient de lancer le projet de construction de logements dans la ville de Kigali. Voilà, une fois de plus, bienvenue à cette édition. L'édition qu'on va commencer par Dakar au Sénégal où se trouve le Premier ministre rwandais, le docteur Edouard Ngirente, qui représente le chef de l'État Paul Kagame au sommet Dakar 2 sur la promotion de l'agriculture et ses produits dérivés en vue donc d'accroître les capacités du continent africain en matière de l'autosuffisance alimentaire. Pour les détails ici, on va suivre notre confrère Kassim Youssouf ici qui nous relate les faits. Le sommet Dakar 2 est organisé sous le thème Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience et est axé sur l'action où les chefs d'État et de gouvernements africains sont appelés à mobiliser leurs ressources gouvernementales, les partenaires au développement et le financement du secteur privé pour exploiter le potentiel agricole et alimentaire de l'Afrique, transformant ainsi les efforts des plaidoyers en actions concrètes. L'hôte du sommet, le président du Sénégal, Macky Sall, a en effet fait observer ce mercredi, lors de son ouverture officielle, qu'au moment où les pays africains subissent de plein fouet l'effet combiné du changement climatique, de la pandémie et de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'Afrique doit mettre fin à sa dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Selon les statistiques récentes de la Banque mondiale, quelques 828 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, dont le tiers des 149 millions en Afrique. Et l'ironie du sort, c'est que l'Afrique, avec 65% des terres arables restantes, a le potentiel pour nourrir 9 milliards de personnes dans le monde d'ici 2050. Ces vastes superficies de savane sont à elles seules estimées à 400 millions d'hectares, dont seulement 10% sont cultivés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon le rapport mondial sur la crise alimentaire en 2022, jusqu'à 205 millions de personnes à travers le monde pourraient faire face à l'insécurité alimentaire. S'y ajoute la pénurie d'engrais et la hausse vertigineuse des prix qui plombent la production agricole. Cette crise sans précédent nous édifie sur l'urgence pour notre continent de mettre fin à sa dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. J'ai beaucoup aimé, lors d'une discussion que j'ai eue hier avec le président Higgins, qui est un panafricaniste convaincu, j'ai été surpris des convergences idéologiques que nous avons eues lorsqu'il me disait que l'Afrique, avant, n'était pas dépendante alimentairement. Donc, à un moment donné de l'histoire et du parcours, l'Afrique est redevenue dépendante. Alors, il faut inverser et nous redonner cette souveraineté alimentaire. L'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même et à contribuer à donner de la nourriture au monde. Nous en avons le potentiel. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants, établis
sur plus de 30 millions de kilomètres carrés, avec plus de 60% des terres arables non exploitées de la planète, d'abondantes ressources hydriques. Tous les grands fleuves en dehors de l'Amazonie sont quasiment africains. C'est d'ailleurs tout le paradoxe d'un continent qui continue d'importer l'essentiel de ses produits alimentaires. En levant les obstacles au développement agricole et en l'accompagnant d'investissements nouveaux, la production agricole de l'Afrique pourrait passer de 280 milliards de dollars américains par an à 1000 milliards de dollars d'ici 2030. Investir dans l'augmentation de la productivité agricole, soutenir les infrastructures, les systèmes agricoles adaptés au climat avec des investissements du secteur privé tout au long de la chaîne de valeur alimentaire peut aider à faire de l'Afrique un grenier pour le monde. À l'heure actuelle, cependant, les importations alimentaires de l'Afrique sont à hauteur d'environ 100 millions de tonnes par an pour une valeur de 75 milliards de dollars. Merci donc à Kassim Youssouf. Si tout va bien, on devrait revenir sur le décryptage de ce sommet de Dakar. Si tout va bien, on va rejoindre Dakar d'ici peu, mais on reste ici en actualité nationale. Au deuxième jour de sa visite au Rwanda, la directrice générale du Fonds monétaire international FMI, elle a visité le centre Norsken et s'est entretenue avec les entrepreneurs qui ont donc investi dans des projets économiques respectueux de l'environnement, comme on dit, environment friendly. Les détails ici, c'est avec Nili Dandi. Patrick. Ce jeudi, au deuxième jour de sa visite officielle au Rwanda, la directrice générale du Fonds monétaire international FMI a visité le centre Norsken et s'est entretenue avec les entrepreneurs qui ont investi dans des projets économiques respectueux de l'environnement. Certaines de ces applications incluent des véhicules électriques, la cuisson et l'éclairage à l'essence, des panneaux solaires. La patronne du Fonds monétaire international a remercié le Rwanda pour la volonté politique du pays d'accorder des facilités aux entrepreneurs qui investissent dans des projets et activités économiques respectueux de l'environnement et qui visent le développement du pays. Why it is very important for me to meet with green entrepreneurs? Because we know La raison pour laquelle il est si important pour moi de rencontrer des entrepreneurs environnementaux, c'est parce que nous avons la certitude que nous gagnerons la bataille pour la protection de l'environnement en fonction de la rapidité avec laquelle nous pourrons trouver des investissements privés à l'intérieur du pays et des fonds internationaux pour les pays en développement. Au cours des 10 dernières années, nous n'avons pas réussi à lever des fonds à grande échelle et nous sommes convaincus que des milliards seront nécessaires si nous voulons réussir à réduire la quantité de gaz toxiques qui sont émis dans l'atmosphère, car cela nous affectera, ainsi que nos descendants. Il est inacceptable d'échouer. Nous devons gagner. Donc, quand un pays comme le Rwanda prend des décisions pour combattre la dégradation de l'environnement, un exemple qui devait être suivi par les autres pays d'Afrique et du monde. For Africa, for the rest of the world to follow. La ministre rwandaise en charge de l'environnement a remercié la directrice générale du FMI pour le soutien de cette institution financière internationale au gouvernement rwandais. We thank you very much, Your Excellency MD, to have chosen Rwanda. Merci beaucoup, Madame la directrice générale du FMI, d'avoir choisi le Rwanda parmi les pays qui vont bénéficier de cet argent. Car cela montre que vous voyez clairement les efforts que le Rwanda déploie dans la mise à jour des lois relatives à la protection de l'environnement et continuera à faire d'autres choses liées à l'utilisation de cet argent que vous avez accordé. Et cela va aider notre secteur privé à travers les institutions financières à obtenir de l'argent pour investir dans ces projets.
Certains des entrepreneurs qui investissent dans des projets environnementaux se disent fiers des efforts du gouvernement rwandais qui ne cesse de soutenir des programmes économiques respectueux de l'environnement. Merci donc à Kassim Youssouf. Pendant ce temps, le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique annonce que les détenus jugés coupables de crimes de génocide perpétrés contre les Tutsis vont, au terme de la peine qu'ils purgent, participer à une formation en éducation civique avant qu'ils ne rentrent chez eux. Et il est donc en effet prévu que le chiffre des détenus ayant purgé leur peine va accroître. Kassim Youssouf pour les détails. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique a approuvé ce mercredi ce programme qu'il partage avec différents ministères. Le ministère de la Justice et celui de la Sécurité intérieure, nous avons constaté que les personnes qui ont passé beaucoup d'années en détention, malgré les formations dont ils bénéficient et les leçons qui leur sont données, ils ont toutefois besoin qu'on leur parle de façon particulière, notamment sur le progrès du pays, sur la cohabitation des familles et comment ils doivent réintégrer la société. Nous avons donc pensé qu'il leur faut une formation sur l'éducation civique sans préciser où elle se déroulera, mais nous avons approuvé cette formation à laquelle nous ajusterons le nombre de ceux qui sont prêts de purger leur peine ou ceux qui seront relaxés après la peine pour crime de génocide, pour leur parler et leur donner des leçons d'éducation civique. Nous sommes aussi en train de préparer le curriculum en se basant sur les leçons qui leur sont habituellement données dans le cadre du programme Ndumunyarwanda ou pendant la période de commémoration et d'autres jours. Nous sommes en train de voir les exposés harmonisés. Au cours des entretiens que le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique a tenus avec les députés de la Commission de l'Unité des Rwandais des droits de l'homme et de lutte contre le génocide, le ministre Bizimana a fait savoir que d'autres couches de la population n'ont pas été oubliées. Les gens pensent qu'il ne devrait y avoir que des discussions entre les auteurs et les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, mais les discussions doivent être considérées dans un cadre plus large, en particulier avec leurs familles. Certains rentrent à la maison et trouvent que leurs femmes ont des enfants qui ont grandi et la plupart du temps sont attristés par le passé de leurs parents, mais ont décidé de passer à autre chose. Lorsque leurs parents reviennent, la famille pense qu'il va être un fardeau pour leur développement. Il faut donc des discussions de part et d'autre pour que cette personne se sente accueillie dans la société et aussi pour que la société soit accueillante. La Commission de l'Unité des Rwandais des droits de l'homme et de la lutte contre le génocide à la Chambre des députés a souligné l'importance de ce programme. En prison, même s'il y a le service correctionnel, on y trouve des rumeurs et des personnes qui choisissent de résister et de ne pas comprendre. Et en fait, la correction n'atteint pas tout le monde de la même manière. Pour ces personnes qui ont résisté toutes ces années en prison, les formations d'éducation civique hors de prison et discuter avec différentes personnes serait important pour eux pour qu'ils soient informés sur l'état d'avancement du pays, sur les différents programmes gouvernementaux mis en place et sur le développement des familles. Ces discussions aident ceux qui sont restés à la maison. Ces discussions aident également ceux qui sont restés à la maison et il serait mieux qu'ils soient formés ensemble. Certains rentrent chez eux et constatent que leurs familles se sont développées, ce qui devrait être quelque chose dont ils devraient être fiers, mais il a été constaté que les hommes en particulier sont jaloux et qu'il leur est difficile de comprendre comment une femme est parvenue à faire cela sans l'aide d'un homme et cela n'arrange pas les couples. L'on compte actuellement au Rwanda environ 20 000 détenus
pour crime de génocide perpétré contre les Tutsis. La majorité d'eux purgent la peine de 30 ans de réclusion, verdict prononcé à différents moments, et les premiers seront relaxés dans quelques années à venir. Voilà, je vous le disais en titre qu'on allait revenir avec décryptage sur le sommet qui se tient à Dakar, où le Premier ministre rwandais, le docteur Ngirente Edouard, prend part à ce sommet de Dakar au Sénégal sur la promotion de l'agriculture et ses produits dérivés. Et le sommet de Dakar est donc organisé sous le thème Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience. C'est donc avec notre confrère Ousseynou qui nous rejoint depuis Dakar. Ousseynou, vous êtes là ? Ousseynou, est-ce que vous nous entendez? Moi, je pense qu'il y a un petit souci de son. On revient ici en national avec les spécialistes de l'habitat qui estiment qu'initier des appartements au Rwanda est une excellente politique pour le pays qui se modernise de plus en plus. Cela intervient alors que l'entreprise française Imara Properties vient de lancer le projet de construction de logements dans la ville capitale de Kigali. Les détails, c'est avec Jean Damascène Manishim. Ces maisons qui seront bientôt construites dans le secteur Kanombe dans la ville de Kigali constituent la troisième phase du genre, mais avec cette fois-ci des nouveautés. Alors ce nouveau projet se veut un peu plus simple et plus abordable que les deux premiers. Donc on espère répondre aux besoins en logement pour la ville de Kigali. Ceux qui conduisent ce projet se félicitent de l'évolution des mentalités qui s'observent de plus en plus chez les Rwandais en matière d'habitat. Et je me rends compte que les mentalités ont beaucoup changé. Kigali, comme dans de grandes villes qui se développent très très vite, les gens sont obligés de vivre dans les appartements. Parce que si on doit étaler les villes et que chacun doit avoir sa maison, l'infrastructure, la mobilité, ça allait coûter très très cher. Et je pense que c'est vraiment la solution. Il faut qu'on vive dans les appartements. Et je me rends compte que la population, les gens s'habituent facilement. J'ai rencontré même des gens qui préfèrent vivre dans les maisons que vivre dans les appartements. Et c'est quelque chose de nouveau. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Afré, indique que ce type d'habitat convient le plus au Rwanda, qui connaît une forte croissance démographique. Effectivement, il y a deux types de projets. Il y a des projets qui sont menés par des entrepreneurs privés. Donc il y a des projets de villas individuelles, de plus ou moins haut de gamme, et puis aussi des projets d'appartements collectifs qui correspondent sans doute davantage à ce dont le Rwanda a besoin, parce qu'on sait très bien que la population est en croissance, que les gens de plus en plus quittent les collines, quittent les campagnes pour aller dans les villes, et que donc il y a un enjeu d'habituer quelque part les Rwandais à ce qu'on appelle l'habitat collectif, c'est-à-dire tout simplement des immeubles, des appartements dans des immeubles, et non plus quelque part la villa qui ressemble un peu au traditionnel Rugo. À part le secteur privé, l'ambassadeur Afré fait savoir qu'il y a également d'autres projets qui apporteront un coup de pouce aux efforts du gouvernement rwandais de moderniser davantage l'habitat. Il y a aussi une action qui est menée donc par l'Agence française de développement, notamment de réhabilitation de quartiers précaires. C'est évidemment mené en liaison avec le Kigali City Council. Et l'idée, effectivement, c'est que ce qu'on appelle des logements qui ont été construits sans permis de construire, avec des règles d'urbanisme qui n'étaient pas forcément respectées, des logements et des quartiers entiers puissent être réhabilités de façon à ce que les gens qui habitent aient une certaine qualité de vie et à ce que ça contribue finalement à l'amélioration de cette belle ville qui est Kigali, qui est quand même une des très rares capitales d'Afrique qui a un urbanisme maîtrisé, alors qu'elle gagne 30 000 habitants chaque année. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement digne d'intérêt et digne d'éloge. Le coût de ces maisons qui seront construites à Kanombe dans la ville de Kigali se situe entre 59 et 80 millions de francs rwandais.
Voilà, merci donc à Jean-Damascène Manichimne. Ici dans nos studios, nous sommes avec David Benazeraf, qui est donc le Managing Director de ce projet Imara Properties. David, déjà, peut-être pour commencer, on a suivi les impressions des uns et des autres. Certains font partie de votre projet, mais déjà peut-être pour revenir un tout petit peu à la genèse de ce projet, vous nous en parlez un tout petit peu. L'idée est née dans quel contexte? Pourquoi c'était important pour vous de venir au Rwanda? Alors tout à fait. Bonjour, Mirewe, Ah, merci pour votre accueil. Imara Properties est une société franco-rwandaise fondée par 3 associés, 3 Français, 3 Rwandais. La société a été fondée en 2020, mais les associés se connaissent depuis longtemps déjà, puisque nous avions des liens déjà depuis 2006 sur des questions liées à la mémoire du génocide. C'est d'abord comme ça que personnellement j'ai connu le Rwanda. Et puis nous avons donc fondé la société ensemble en 2020 avec la volonté, la conviction et le souhait de contribuer modestement à notre petite échelle au développement et à l'urbanisation de cette belle ville de Kigali. Voilà, la ville de Kigali, justement, il va falloir dire que vous êtes en train de passer à la deuxième phase de votre projet. Tout d'abord, vous avez commencé par Rebero. David, déjà, aussi pour parler du pays et de sa culture, vivre dans les appartements, ce n'est pas forcément dans l'histoire du Rwandais. Le Rwandais aime toujours avoir une maison à lui seul, grosse parcelle. Pourquoi déjà c'est si important dans l'urbanisation d'avoir des gens qui vivent dans les appartements? C'est quoi déjà le plus-value? En effet, le Rwanda est un pays encore majoritairement rural qui progressivement va devenir majoritairement urbain, et notamment la ville de Kigali va grandir et donc continuer à se densifier comme la plupart des capitales africaines. Et donc mécaniquement, il y aura de moins en moins de terres disponibles. Et la seule réponse à cela, c'est de monter en étage et donc de passer d'un habitat individuel où chacun vit dans sa parcelle à un habitat en hauteur où plusieurs familles peuvent habiter dans un même immeuble. C'est vrai que c'est encore quelque chose de nouveau, mais progressivement, ça va venir, et peut-être encore plus vite que l'on pense, étant donné la rapidité de l'urbanisation et de la croissance urbaine. On le voit dans de nombreux pays africains. Il suffit d'aller chez certains pays proches. On regarde Nairobi par exemple, eh bien, la majorité des classes moyennes n'habitent plus dans des maisons mais dans des immeubles. Justement, la question, la vision d'une part du gouvernement, mais également d'autre part la question de la mentalité. Comment avez-vous pu lier les deux, permettre aux gens déjà de changer de mentalité et aussi à rejoindre cette vision-là du gouvernement avec la croissance démographique qui est une de plus importantes sur le continent africain. Comment est-ce que vous arrivez maintenant dans votre communication, vous amenez les gens à comprendre que c'est le mieux à faire? Alors je ne sais pas si seul en tant qu'entreprise privée nous pouvons réussir à faire changer ces mentalités. Ce sont des choses qui prennent évidemment du temps. Le rôle du gouvernement est essentiel. Voilà, aussi nous espérons le soutien des autorités dans l'intérêt du Rwanda, qui est un pays dense où pour préserver les terres arables, pour préserver l'agriculture, pour préserver aussi l'environnement, il est important que la ville soit plus dense. C'est déjà ce que promeut, qu'encourage le Master Plan 2050 de la ville de Kigali. Et c'est ce qui rend possible le développement de tels projets, c'est d'avoir des règles qui soient claires et qui soient appliquées. C'est le cas au Rwanda. Parlant de les appartements, c'est quoi le côté particulier? C'est quoi la spécialité, par exemple, autant bien sur le plan de la qualité, mais également sur le plan
des prix? Est-ce que c'est à des prix abordables? Quelle bourse, quelle est votre, votre clientèle que vous visez? Alors avec ce nouveau projet Ituze Village, donc à Kanombe, nous visons bien la classe moyenne à Kigali. Ce sont des maisons, mais sur des parcelles plus petites, justement pour densifier, pour avoir plus de familles sur un hectare, par exemple. Et donc c'est parce qu'il faut, en effet, nous sommes convaincus que, parce que tout simplement, le Rwanda n'a pas le choix, progressivement, à habiter sur des surfaces plus petites. Je pense que la population est habituée à avoir, comme vous disiez, des grandes parcelles, des grands espaces. Petit à petit, ces parcelles vont devenir plus petites et la population va s'habituer à vivre dans des surfaces plus petites, ne serait-ce que pour des raisons économiques, avec l'augmentation du coût des terrains, l'augmentation des coûts des matériaux. Eh bien, il n'est plus possible d'avoir des très grandes surfaces et ainsi le Rwanda rejoint des situations tout à fait similaires à d'autres capitales africaines. Aussi, le Rwanda, c'est un pays avec des politiques très strictes en matière d'environnement. Est-ce que vous pensez aussi qu'on peut quitter le Rwanda par sa politique d'urbanisation, mais également de l'habitat? On ramène le Rwanda, sa politique tend à ramener les villes, tout le monde vivre en ville. Est-ce que, hormis la capitale Kigali, qui est la vitrine du Rwanda, est-ce qu'on peut envisager vous voir peut-être dans d'autres, par exemple les 6 autres villes qui secondent la ville de Kigali pour des projets similaires? Alors aujourd'hui, nous sommes présents, Imara Properties est uniquement présente à Kigali. Nous avons 2 projets à Rebero, un premier qui est terminé, livré, un deuxième en cours de construction, et donc nous commençons maintenant un 3e projet à Kanombe, Ituze Village, et nous espérons dans quelques mois, dans quelques années aussi, avoir des projets dans les villes secondaires. Nous avançons étape par étape. Déjà, les 2 premiers projets sont un succès, les habitants sont heureux dans les projets. Ce 3e projet, avec le soutien des autorités, nous permettra de développer d'autres projets, y compris, pourquoi pas, dans les villes secondaires. La question des prix, on parle d'une 100aine de millions. Déjà, comme ça, à quoi ressemblent exactement vos appartements et surtout le mode, par exemple, de paiement? Est-ce que c'est des propriétés qu'on paye cash ou il y a d'autres modes de paiement qui puissent peut-être permettre à la classe moyenne que vous venez de citer à pouvoir y accéder? Eh bien, bien entendu, le financement est un enjeu majeur dans le domaine du logement. C'est pour cela que ce projet Ituze Village d'Imara Properties est en partenariat avec la banque NCBA, qui est disposée à donner des prêts, des mortgages aux acheteurs, soit avec un apport de 30%, soit même sans apport, avec un financement qui est aussi possible sans apport, bien entendu, en fonction des revenus. David Benazraf, Managing Director de l'entreprise Imara Properties. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Merci beaucoup. Voilà, et c'est donc par cet élément que nous clôturons notre édition de la journée. Grand merci à toutes les équipes au niveau de la régie qui m'ont permis de vous attendre et surtout de vous présenter cette édition. En mon nom propre et grand merci. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.